Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexe Actu. Me revoilà avec une vidéo grand format consacrée à un pays qui n'en est pas réellement un, le Sahara occidental. Pourquoi le Sahara occidental? Tout d'abord, puisque c'est un territoire qui n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies, et aussi puisque la question de son appartenance au Royaume du Maroc refait l'actualité ces derniers jours. Fin décembre, Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire, et le Maroc demande à son tour à l'Espagne, ancien pays colonisateur du Sahara occidental, de reconnaître cette souveraineté. Le Maroc pense qu'avec la reconnaissance de l'Espagne, c'est les pays de l'Union européenne entière qui reconnaîtront la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais cela est un petit peu plus complexe et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Un peu d'histoire pour commencer sur de bonnes bases. Le Sahara occidental est un territoire principalement désertique, peuplé de tribus nomades. Très peu de villes sur ce territoire, puisque par exemple la plus peuplée, la Aïoun, regroupe un peu plus de 217 000 habitants, soit l'équivalent en France de Rennes. Si l'on remonte un peu dans le temps, ce territoire fut colonisé en 1884 par les Espagnols, principalement intéressés par les grandes quantités de poissons présentes en mer. Pour resituer un peu, voici une carte avec les différentes forces en présence dans la zone à cette époque. En vert foncé, les colonies françaises, la Mauritanie, le Mali et l'Algérie. En vert, les protectorats français, le Maroc. Et sur le même principe, en rouge, les colonies espagnoles et en rose, les protectorats espagnols. On fait une petite avance rapide et on se retrouve en 1956, année de l'indépendance du Maroc. Cette année-là, le Maroc veut reconstituer le Grand Maroc. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il serait composé des terres ayant appartenu au Maroc à un moment ou à un autre de l'histoire. Donc il serait composé du Maroc qu'on connaît actuellement, une partie de l'Algérie, la partie nord du Mali, l'entièreté de la Mauritanie et du Sahara occidental. Cette même année, le Maroc lance une offensive militaire pour récupérer les territoires situés au sud du Maroc. Cette offensive rencontre dans un premier temps un franc succès, mais en 1958, les Espagnols aidés des Français repoussent les attaques et récupèrent les territoires conquis par les Marocains. Les années qui suivent, le Maroc agit plutôt sur un plan diplomatique et insiste auprès des Nations Unies pour la tenue d'un référendum d'autodétermination de la part des Sahraouis. Les Marocains pensent que la majorité des Sahraouis serait favorable au rattachement du Sahara occidental au Maroc. Les années passent et pendant que le pouvoir de Franco s'affaiblit en Espagne, une idée germe dans la tête des Sahraouis. Pourquoi ne pas contrôler eux-mêmes leur territoire et le récupérer par la force? En 1973, le Front Polisario voit le jour. Il a pour but de contraindre les Espagnols à renoncer à la colonisation et refuse tout rattachement au Maroc ou à la Mauritanie. Le 14 novembre 1975, quelques jours avant la mort de Franco, le gouvernement espagnol signe les accords de Madrid. Ces accords octroient au Maroc les 2/3 nord du Sahara occidental et à la Mauritanie le tiers sud. L'Algérie est exclue de cet accord puisque l'Espagne souhaite continuer à exploiter les ressources du Sahara occidental, ce que l'Algérie refuse. Bien entendu, le Front Polisario s'oppose à cet accord et proclame la République arabe sahraoui démocratique, la RASD. L'Algérie, qui se retrouve exclue des accords de Madrid, apporte son soutien diplomatique, financier et militaire à la RASD, ainsi que de nombreux pays africains. En 1976, le Maroc et la Mauritanie prennent possession de leur territoire et le Front Polisario s'attaque à l'armée mauritanienne plus faible. S'ensuivent 4 ans de guerre au bout desquels la Mauritanie se retire du Sahara occidental. Entre 1980 et 1987, le Maroc construit un mur pour empêcher la progression du Front Polisario. Vous voyez sur cette carte les différentes étapes de la construction de ce mur. Au moment de son achèvement en 1987, ce mur de défense appelé mur des sables ou mur de la honte, principalement composé de remblais et de sable, fait 2700 km de long et est surveillé par 90 000 hommes armés. En 1991, un accord de cessez-le-feu est signé entre le Maroc et la RASD et cet accord inclut la tenue d'un référendum d'autodétermination par les Sahraouis. Mais depuis, rien n'a réellement avancé et le référendum ne s'est toujours pas tenu. Avant de revenir à l'actualité, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu et à activer les notifications. Et n'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires pour que l'on puisse échanger. Ces derniers mois, le Sahara occidental connaît un regain de tension, principalement entre le Maroc et le Front Polisario. En effet, les Marocains accusent le Polisario de constantes violations du cessez-le-feu de 1991. Mi-novembre, le Polisario bloquait le passage entre le Maroc et la Mauritanie,
ce qui a obligé le Maroc à déployer son armée pour maintenir ce passage ouvert. Petite pause dans la vidéo pour vous tenir au courant, le jour où je monte cette vidéo, le 24 janvier, une dépêche est tombée nous signalant que le Polisario avait attaqué des positions marocaines dans le Sahara occidental. Pour plus de détails, je vous mets l'article du Point que j'ai pu lire dans la description. Sur le plan diplomatique, le Maroc réclame toujours la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental et la RASD souhaite simplement l'application des accords de 1991 avec la tenue d'un référendum d'autodétermination. C'est dans ce contexte que Donald Trump, qui souhaite finir son mandat sur une bonne note à l'international, reconnaît en décembre la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et propose même la création d'un consulat dans la ville de Dakhla, située au sud du Sahara occidental. Officiellement, cette reconnaissance n'a pas de contrepartie, mais dans le même temps, le Maroc normalise ses relations avec Israël. On sait que Donald Trump accorde énormément d'importance aux normalisations des relations entre les pays du Moyen-Orient et Israël, donc on peut y voir peut-être un lien de cause à effet. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est la normalisation des relations ? C'est tout simplement la reprise des relations diplomatiques entre deux pays via la création de consulats ou d'ambassades. Dans le cas du Maroc et Israël, il y a même eu la promesse d'une création d'une ligne aérienne directe entre ces deux pays. Mais c'est d'autant plus important puisque le roi du Maroc, Mohamed VI, préside aussi le comité Al-Quds. Le comité Al-Quds est chargé de veiller au respect des lieux saints musulmans à Jérusalem. Mais le comité Al-Quds apporte aussi un soutien à la cause palestinienne. Et c'est là qu'on voit l'importance ou l'ambiguïté de cette décision, puisque le Maroc normalise ses relations avec Israël, et dans le même temps, le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, soutient via le comité Al-Quds la cause palestinienne. Comme le rappelle France 24, le souverain marocain a assuré au président palestinien Mahmoud Abbas la poursuite de l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste. Côté israélien, la presse se fait plus critique puisqu'elle rappelle qu'en 1995, le Maroc avait déjà normalisé ses relations avec Israël et ça avait tourné court puisque en 2000, le Maroc avait rompu ses relations suite à la seconde intifada. Une intifada, c'est le nom donné au conflit armé qui oppose les Palestiniens aux Israéliens. D'ailleurs, un peu plus tôt, en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, Donald Trump avait déplacé l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. Et cela avait provoqué des tensions et le Hamas, qui dirige la Palestine, avait même appelé à une troisième intifada. Difficile donc de dire si ces normalisations de relations voulues par les États-Unis au Moyen-Orient ont réellement pour effet d'apaiser les tensions. Mais là, on s'écarte un peu de notre sujet. Pour revenir au Sahara occidental, ces derniers jours, le Maroc tente de faire pression sur le gouvernement espagnol pour qu'il reconnaisse sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et le Maroc a des moyens de pression. En effet, le journal espagnol El Confidencial précise que l'Espagne a d'autant plus intérêt à s'entendre avec le Maroc, puisque la majorité des 23 000 migrants qui ont débarqué sur les îles Canaries en 2020, un chiffre inédit, sont marocains. Le journal ajoute même que certains diplomates espagnols se demandent si le Maroc n'a pas poussé cette arrivée de clandestins aux Canaries pour faire pression sur le gouvernement espagnol. Le Maroc compte aussi sur cette reconnaissance de l'Espagne pour faire un effet domino sur les autres pays de l'Union européenne afin qu'ils reconnaissent eux aussi la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. De son côté, la République arabe sahraoui démocratique n'est plus réellement soutenue, seule l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Russie continuent à apporter leur soutien. Alors plusieurs choses restent en suspens au Sahara occidental. Que va faire l'Espagne ? Va-t-elle reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? Les pays de l'Union européenne vont-elles emboîter le pas en cas de décision positive ? Le roi du Maroc, Mohamed VI, va-t-il réussir à tenir cette double casquette de normalisation des relations israéliennes et de soutien à la cause palestinienne juste ? Le nouveau président américain Joe Biden va-t-il revenir en arrière sur cette reconnaissance ? Autant de questions qui trouveront sans doute des réponses dans les prochains mois et dont je ne manquerai pas de vous tenir informé à travers les mises à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, prenez soin de vous.